Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième partie du cours 9, Maths 0600, hiver 2021. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'habit, tout simplement parce qu'on a changé de jour. Malheureusement, j'ai pas pu faire le deuxième enregistrement comme je le voulais, j'ai eu des soucis techniques, notamment à l'utilisation d'un petit peu plus de technologie que vous verrez apparaître à la suite du cours. Parce que je cherchais à vous faire apparaître un peu la fenêtre de GeoGebra en même temps que faire court, et j'espère que cette fois-ci ça va bien se passer. J'en profite pour donner une information que je n'avais pas donnée à la première partie du cours. Le devoir, faut pas vous en faire, le devoir 2 va bien sortir demain, normalement si tout va bien. Il n'y a pas de raison. J'ai commencé à l'élaborer et il sera prêt pour demain. Je pense que j'ai pas trop de doutes à avoir là-dessus. Et puis j'aimerais revenir donc pour reprendre le cours 9, j'aimerais revenir un instant sur l'exemple que j'avais donné, les exemples que j'avais donnés sur les plans en dimension 4 qui pouvaient poser problème. Donc l'exemple que j'ai donné est quand même, l'exemple que j'avais donné pendant le cours 1 est quand même très intéressant parce que c'est dommage que je ne me sois pas arrêté dessus à l'enregistrement d'avant, mais l'exemple que j'ai donné, c'était, je prends x égale, je crois que j'avais dit peut-être t, y égale s. Bon, je sais pas, je vais faire un truc un peu du même style, mais si c'est pas le même, c'est pas grave. Et c'est pas comme ça que je les ai appelés, donc je vais plutôt les appeler x1, x2, comme je l'avais fait. Hop. Donc là, on travaille en dimension 4, hein. x2, x3 égale 0, x4 égale 1, disons ça. Et puis, hop, x1 égale 1, disons, x2 égale 0, x3 égale r, et x4 égale, j'ai dû l'appeler comme ça, q, avec s, t, r, q appartenant au réel. D'accord? Donc on a deux plans qu'on considère dans R4. Et là, les deux plans que j'avais donnés la dernière fois, normalement, je ne sais pas si ça vous avait titillé un peu l'esprit, mais pour ma part, c'est le cas. Ce qui se passe, c'est que les deux plans n'ont qu'un seul point d'intersection. Ici, nous avons bien affaire à deux plans, hein, parce qu'on peut vérifier que 1, 0, 0, 0, 1, 0, enfin 0, 1, 0, 0 sont des vecteurs non collinaires, là pareil. Donc les deux plans sont, voilà, et l'intersection des deux plans, c'est qu'un seul point. C'est égal au point de coordonnées, eh bien je dois avoir 1, 0, 0, 1. D'accord? Donc c'est quand même assez étonnant que deux plans donnent comme intersection un seul point. Ça doit, voilà, dans votre tête, dimension 3, quand on voit deux plans, vraiment, comme je l'ai déjà fait avec les blocs 1, hein, quand on voit deux plans, l'intersection, c'est comment avoir un point. Enfin, là même, là, comme ça, on pourrait se dire, oui, voilà, j'ai un point, mais non, un plan dans dimension 3, c'est pas juste mon livre, hein, faut l'étendre complètement, il faut voir le tableau, si vous voulez. Donc là, le tableau, pareil, il y a toujours une intersection qui correspond à une droite, hein, d'accord? Donc voilà, ça doit être assez étonnant. Donc ce qui peut se passer dans R4, il peut se passer ce genre de choses, où l'intersection de deux plans donne un seul point, un seul unique point. Et il peut se passer, donc là je vais donner maintenant un exemple qui marche, un exemple où je prends deux plans P et R qui vont pas avoir d'intersection dans R4. Et donc l'exemple que je prends, ça va être le suivant, je prends x1 égale t, x2 égale s. Ça va pas être des exemples très difficiles, mais je voulais vraiment vous donner un exemple qui met en avant que on n'a pas forcément une intersection tout le temps. x2 égale... je sais pas moi, x2 égale 2s. Donc oui, j'ai ça, mais je suis en train de me dire si je pouvais pas un petit peu modifier. x3 égale... je vais le laisser comme je l'ai écrit, c'est pas grave. Et par contre, oui, je ne veux pas mettre les mêmes paramètres, ça par contre, on va éviter de mettre les mêmes paramètres. Donc R, Q, R, et puis x4 égale Q.
que ça pose problème, celui-là? J'ai pas l'impression. Alors, excusez-moi, j'ai dû planter dans ce que j'ai donné comme exemple. Alors, je vais plutôt faire ça. Et S. Est-ce que cette fois, ça pose... Non, voilà. Là, c'est bon. Ok. Bon, il fallait juste que je modifie un petit peu l'exemple que j'avais, parce que celui que j'ai donné, il n'est pas bon. Donc, super. Donc, là, on n'a pas d'intersection entre les deux plans. Alors, on peut vérifier que... donc, là, on a un vecteur coplanaire, par contre. Ouais, on a un vecteur coplanaire. Donc, si je veux éviter un vecteur coplanaire, je vais faire ça. Voilà, comme ça, je suis sûr que je n'ai pas de vecteur coplanaire. Et là, normalement, est-ce que j'ai une intersection? Oui, bon, d'accord, j'ai compris. Alors bon, on va laisser l'exemple que j'ai donné parce qu'il est quand même intéressant. Donc cet exemple-là, parce que si je fais plus R, j'ai bien peur que ça se passe finalement bien. Donc c'est pas cool. C'est pas cool. Bon, bref, laissons ça comme ça. Donc si je considère ces deux plans pareil, ça marche. Il n'y a pas d'intersection, et pourtant, bon, là on a un vecteur coplanaire, mais il y en a un qui n'est pas coplanaire. Là ça m'intéresse, il y en a un qui n'est pas coplanaire. Dans le cas où on est R3, pour que deux plans soient coplanaires, il faut que leur vecteur normal soit collinéaire, si on veut, mais ça veut dire aussi que les vecteurs du premier plan sont coplanaires aux vecteurs du second plan. D'accord? Et là, c'est pas le cas. Donc, P, c'est pour ça que c'est quand même intéressant comme exemple, donc P et R n'ont pas d'intersection. Alors pourquoi ils n'ont pas d'intersection? Ça je ne l'ai pas expliqué. Ils n'ont pas d'intersection parce que dans la première ligne, vous devez avoir Q égale 1, et dans cette ligne-là, vous devez avoir Q égale 1, donc ça veut dire que 2 égale 1, c'est pas possible. Okay, donc il n'y a pas d'intersection. Donc pas d'intersection. Et R admet un vecteur non coplanaire à ceux donc de R, de P. Ok? Donc les vecteurs de P s'écrivent un certain truc, 0, un autre truc, 0. Et là, bah, bon, R, lui, bon, malheureusement il est coplanaire celui-là, mais là, celui-là, 2Q et... bah, là, celui-là, il n'est pas coplanaire. Donc voilà, on a un problème. Donc ça signifie que voilà, il est tout à fait possible que les plans ne soient pas coplanaires. Donc du coup, ça veut dire que les plans ne sont pas coplanaires. Hein. Donc P et R ne sont pas coplanaires. Voilà, je voulais revenir juste sur ce point, hein, sur ces questions de plans, comme ça au moins on règle un peu plus cette affaire. Donc voilà, il est tout à fait possible d'avoir des plans qui n'ont pas d'intersection et qui ne sont pas coplanaires dans des dimensions supérieures, donc là dans R4, voilà ce qui peut se passer. Bon, maintenant que j'ai vraiment terminé avec cette première partie de cours, on va pouvoir passer à l'appendice qui ne devrait pas durer très longtemps. Hop. Et donc on va parler très rapidement de la résolution d'équations du second degré. Appendice. Résolution d'équations du second degré. Bon, alors peut-être que la plupart d'entre vous connaissez, d'autres s'en souviennent très très peu, ont un très vague souvenir de ce que c'est. Donc bon, c'est pas grave, on est là justement pour faire le rappel. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une équation du second degré? Alors rappelons vite fait ce que c'est. Une équation du second degré est une équation
de la forme. Donc la forme c'est ax carré plus bx plus c égale 0 avec a, b et c des réels et la condition que a est différent de 0. Ok, donc je vais donner quelques exemples et puis on va voir la résolution, comment ça se passe. Donc je vais prendre comme exemple, disons, x carré plus 4x plus 3 égale 0. Je vais prendre 2x carré, pardon, 2x carré moins 8x plus 8 égale 0. Et on va prendre également 5x carré plus 3x plus 1 égale 0. Ok, donc on va avoir ces trois équations en action. Comment on résout ces équations-là? D'accord? Donc là, A égale 1, B égale 4, C égale 3, et ainsi de suite. Hein. D'accord? Vous pouvez identifier ce qui se passe. Et donc, maintenant, voyons comment on résout ces équations du second ordre. Revoyons comment ça marche. Alors, je vais pas faire la preuve de ce que je vais énoncer là, pour les résolutions du second degré. Mais on va juste appliquer les résultats relativement bêtement, si je puis dire. Donc, méthode de résolution. Voilà. Méthode de résolution. Alors, pour résoudre des équations de ce type, eh bien, on a globalement deux étapes. La première, il faut calculer ce qu'on appelle le discriminant. Calculer le discriminant delta qui vaut b carré moins 4ac. Ok? Et il faut le calculer pour chacune des équations. Donc là, pour E1, donc delta, ça serait 4 au carré moins 4 fois 1 fois 3. Ceci me donne 16 moins 12, donc 4. E2, delta vaut donc b carré moins 8 au carré moins 4 fois 2 fois 8. Et cette fois-ci, on a 64. Hein. Moins 64, ça fera 0. Pour l'équation E3, delta vaut 3 au carré moins 4 fois 5 fois 1. Et là, cette fois-ci, nous avons moins 11. Ok. Et puis, pour la suite de la résolution, il faut voir quel est le signe de delta. Et suivant le signe de delta, nous allons avoir des solutions ou pas. Donc c'est pour ça que j'ai proposé 3 exemples pour 3 types de résolution. Donc la première résolution que nous allons voir, c'est le cas où delta est positif. Donc 2a. Si delta est positif, ça veut dire que l'équation admet deux solutions dans R, deux solutions réelles. Deux points, et ces deux solutions s'écrivent x1 égale moins b plus moins racine de delta, devrais-je commencer peut-être. Donc moins racine de delta sur 2a, et x2 ça va être moins b plus racine de delta sur 2a. Ok, donc voilà le type de résolution que nous pouvons avoir. Et donc on va le faire sur l'exemple E1. Donc le E1, le delta est bien strictement positif, et si j'applique les formules, donc, ce que j'ai, c'est que x1 vaut, alors moins b, donc moins 4, moins racine de delta, donc racine de 4, ça fait 2, hein, donc 2, divisé par 2 fois a, donc 2 fois 1. Donc ça va me donner moins 3. Et puis x2, je vais faire moins 4, plus 2, divisé par 2. Et donc ceci va me donner moins 2. Moins 2, moins 1. Excusez-moi, je m'emballe. Voilà.
Donc si vous remplacez x par moins 3, ou x par moins 1, vous devez obtenir 0. Alors je vais faire moins 1 parce que c'est plus rapide à faire, hein, mais moins 3, on peut le vérifier aussi. Donc moins 1 au carré, ça fait 1. 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Donc 1 moins 4 plus 3, en effet, ça fait 0. Pour le moins 3, 9, moins 12 plus 3. Donc encore une fois, ça fait 0. Tout va bien. Ok, donc ça, c'est le cas de figure où delta est positif strict. Maintenant, si le delta est nul, alors, je vais peut-être continuer ici, de B. Donc, si delta égale 0, ça veut dire que l'équation n'admet qu'une seule solution. N'admet qu'une seule solution réelle. Et cette seule solution réelle, c'est x0, on la note en général x0, c'est moins b sur 2,1. Donc si je regarde l'équation E2, la solution, je vais l'obtenir en faisant x0 égale donc moins b, donc moins 8, divisé par 2a, donc divisé par 2 fois 2. Donc ça fait 8 divisé par 4, ça fait 2. Et donc du coup, ça veut dire que si je remplace x par 2, ma seule solution c'est... bon, voilà. Je vais avoir 0. Si je remplace x par 2, je vais avoir 0. Bon, et puis il me reste un dernier cas de figure. Puisque bon, bah, E1, E2, E3. Hein. Donc le dernier cas de figure, c'est si delta est négatif, alors il n'y a pas de solution réelle. J'insisterai tout de même sur le mot réel. Hop. Donc l'équation n'a pas de solution réelle. Donc notamment E3 n'a pas de solution. Autrement dit, vous pouvez remplacer par n'importe quel nombre réel que vous voulez, vous n'obtiendrez jamais 0. Ok? C'est vraiment... Bon voilà, donc vous voyez, l'appendice c'était très court, je m'arrête là, hein, parce que c'est tout ce qu'il faut faire pour l'appendice. Je voulais vraiment vous remontrer comment on résout des équations du second degré. Et puis bon voilà, donc les formules, il va falloir les retravailler, peut-être faire d'autres exemples au besoin, d'accord, que cela. Mais vraiment, voilà, ça va nous servir beaucoup, notamment pour le cours qui va s'en venir maintenant, qui arrive tout de suite. Le vrai cours neuf, si je puis dire, les transformations dans le plan. Donc, j'efface tout ce que je viens. Hop. Ça s'efface pas très bien, j'ai l'impression. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Je pense que ça s'effacera mieux. Mais... Ok. Alors on va parler maintenant de transformations dans le plan. Et pour introduire les transformations dans le plan, bah, on va faire quelques petits exemples comme ça, vite fait sur GeoGebra, enfin en tout cas, disons des petits exemples simples pour essayer de comprendre ce que j'entends par transformation dans le plan. Et pour faire ces exemples, eh bien, c'est là où on va faire appel à un peu plus de technologie. Donc, hop. Alors... Je ne sais pas si ça s'est affiché, peut-être que ça s'est affiché là pour vous aussi. Mais normalement, donc là par contre, il faut que je fasse ça. Voilà. Et puis, alors il faut juste que je me repère. Il faut que je fasse juste comme ça. Ok, très bien. Hop, et puis, voilà. Donc voilà, je suis sur GeoGebra. Donc normalement, si tout va bien, vous devez voir l'écran de GeoGebra. Alors, je suis sûr que je vais me planter sur de quel côté vous allez le voir, mais bon, supposons que ce soit de ce côté. Mais c'est peut-être de ce côté, bon, pas grave. Donc il y a la fenêtre de GeoGebra là que vous voyez, dans laquelle j'ai déjà mis une image, donc l'image de la petite voiture, pour ceux qui l'ont déjà vu au tutoriel de GeoGebra, on va réutiliser cette image. Et puis on va faire quelques petites
transformation à l'aide de matrices. Et donc c'est là où tout ce qu'on a vu sur les matrices aussi vont être très utiles. Donc je vais taper une première matrice, et puis on va faire une transformation via cette matrice. Donc, c'est parti. Alors, rentrons une matrice. Donc je vais prendre... alors attends, je vais quand même vérifier laquelle est bien à prendre. Ça doit être peut-être celle-là qui était bien, donc je vais prendre celle-là. Donc 2, 1. Donc 2, 1 sur la première ligne et 1, 2 sur la deuxième ligne. Je n'oublie pas la virgule entre les deux, parce que sinon il ne va pas être content. Donc voilà, j'ai ma matrice, et puis je vais appliquer ma matrice à l'objet, donc l'objet qui s'appelle ici pour moi image 1. Voilà, vous voyez ce qui se passe. Donc ce qui se passe, c'est que ma voiture se retrouve complètement déformée. Donc l'image de ma voiture est complètement déformée. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression que l'image a tourné un tout petit peu, a été agrandie, et en plus de ça, a un petit peu été aplatie. On remarquera aussi que le côté rectangulaire de l'image que nous avions au départ, elle n'est pas conservée. Là, on est passé d'un rectangle à quelque chose qui semble être un parallélogramme. Okay, et bon, je vais vous confirmer qu'en effet, c'est un parallélogramme. Donc cette transformation est un peu spéciale. Okay, et on pourrait se demander, même si ça paraît pas super clair, on pourrait se poser la question, est-ce que cette transformation conserve des choses? Donc là notamment, vous remarquerez que l'image que j'avais au départ était centrée en 0, 0. Et l'image que je viens de faire, là, l'application que je viens de faire, a priori 0, 0 n'a pas bougé. On a l'impression que 0, 0 n'a pas bougé. Et c'est une bonne impression, d'accord? Donc en effet, 0, 0 n'a pas bougé. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que j'ai placé mon image en plein centre. Si j'avais pas placé mon image en plein centre, mon image aurait été déformée, mais en plus de ça, aurait déplacé. Regardez, par exemple, si je déplace un tantinet mon image, vous voyez que mon image, vous voyez, là, j'ai plus du tout une question d'être centré, ok? Donc bon, je vais juste replacer mon image au centre, parce qu'on va beaucoup s'intéresser au cas où nous travaillons autour de 0, 0. Bon, donc, voilà ce qui se passe sur mon image. Alors maintenant, comme je viens de le dire, on aimerait bien peut-être essayer de déterminer des choses qui ne bougent pas. Alors, là, je vais vous le balancer un peu en mille, mais il y a deux droites ici, même si elles ne se voient pas, il y a deux droites qui ne bougent pas dans ce calcul. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais... oui, normalement il y a deux droites qui ne bougent pas dans ce calcul. Alors il y a une droite. Donc je vais taper les deux droites, et vous allez voir qu'en appliquant la matrice à ces deux droites, donc il y a cette droite-là, y égale x, qui ne va pas bouger, et il y en a une autre, qui est y égale, je crois que c'est y égale moins x qui ne bouge pas. Ok, on va vérifier si c'est bien y égale moins x, mais voilà. Donc a priori, j'ai ces deux droites-là qui, à la suite de la transformation, alors est-ce que c'est y égale moins x? Je crois que c'est ça, on va voir. Donc, si j'applique la transformation à ces deux droites, et que la transformation me donne la même droite, ça veut dire que je ne vais pas avoir de nouvelles droites qui vont s'additionner. Donc là, pour bien mettre en avant, je vais effacer une des deux droites déjà, et puis je vais appliquer la matrice sur cette... Alors je vais mettre un peu de couleur peut-être, juste pour que ce soit un peu plus visible. Je vais mettre, disons, couleur rouge, voilà, comme ça on voit bien la droite, au-dessus de notre image et tout là. Donc ok, et donc je vais appliquer... Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut appliquer la matrice à un objet. Vous voyez, matrice à un objet. Donc ça veut dire que je peux prendre la matrice et l'appliquer à tout ce que je veux. Donc je peux l'appliquer à un point, je peux l'appliquer à une droite, je peux l'appliquer à un vecteur, je peux l'appliquer à... D'accord? Donc c'est ça c'est vachement utile, en tout cas vis-à-vis de GeoGebra. Donc là, j'aimerais l'appliquer à la droite qui est appelée F ici. Et regardez le résultat que m'a affiché GeoGebra. Le résultat que m'a affiché GeoGebra, c'est que l'image de cette droite, eh bien, c'est la droite x moins y égale 0, autrement dit, x égale y. Donc ça signifie que l'image de la droite, c'est la même. Et donc, en effet, cette droite n'a pas changé à la suite de cette transformation.
Alors que, bon, bah, on voit que l'image a quand même bien déformé. Et étonnamment, il y a cette droite qui ne bouge pas à la suite de la transformation. Il y en a une autre qui ne bouge pas, donc comme je l'avais dit juste avant, il y a aussi la droite G. Si je vous mets la droite G et que je fais pareil, appliquer la matrice M et G, pardon, c'est pas F que je veux, c'est G, voilà. Eh bien, vous voyez le résultat, encore une fois, là il me donne comme résultat la droite moins x moins y égale 0. Or cette droite, bah, ça correspond exactement à la même droite de départ, c'est-à-dire y égale moins x. Donc vous voyez que cette droite non plus n'a pas bougé. Et pour vous montrer que je n'ai pas truandé, pour vous montrer qu'il n'y a pas, de trucage, si vous voulez, et ben je vais faire une autre droite, et puis je vais faire la transformation, une autre droite un petit peu au hasard. Donc disons par exemple, je prends 3x plus 2y égale 0. Peut-être pas celle-là, peut-être on va prendre un truc un petit peu, juste un peu plus écarté. Voilà. Donc si je prends cette droite-là, que je vais mettre en violet, peut-être, ça peut être bien de mettre un peu de couleur. Alors, propriété, couleur, on va la mettre en violet, c'est bien. Voilà. Donc si je prends cette droite et que je lui applique là, donc je lui applique la matrice sur cette droite, donc sur EC 1, et bien voyez par vous-même qu'en effet, la droite a bougé, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu apparaître, mais si vous ne l'avez pas vu apparaître, voilà, je peux la faire disparaître, apparaître pour l'instant, tant que je n'ai pas rentré, mais là, je l'ai pas, là vous ne la voyez pas, d'accord? Donc je commence avec EC 1, et si je fais son image par rapport à la matrice, en fait, si je calcule sa transformation, et ben je vais obtenir la nouvelle droite mauve que vous voyez, qui passe un petit peu autrement que l'équation 1. Donc, tout ça pour vous dire que, en effet, hein, là j'ai pas trop demandé, j'ai pris une droite un peu au hasard, et vous voyez ce qui s'est passé. Donc si je prends d'autres droites un petit peu au hasard, normalement il se passe le même genre de choses, on va avoir une nouvelle droite qui n'a rien à voir avec la première. Sauf un point d'intersection qui est 0, tout simplement parce que nos transformations sont centrées en 0. D'accord? Donc ça va être l'objet de tout ce qu'on va dire à présent. Mais, voyez que voilà, on a des droites qui s'en ressortent, qui ont la spécificité de ne pas bouger suite à une transformation. Alors c'est pas toujours le cas, il y a des cas où on n'a pas forcément des droites qui sont invariantes. Il y a aussi des cas de figure où toutes les droites sont invariantes. Le cas de figure le plus simple, c'est si vous ne faites rien, c'est-à-dire que vous prenez la matrice identité. Quand vous prenez la matrice identité, vous verrez, on va voir dans quelques instants, eh bien, si vous voulez, je peux même faire l'exemple. Si je prends l'identité, là, toutes les droites sont invariantes. Hein. Je peux donc prendre la matrice identité, je peux la modifier, la matrice de départ, hein, et ça va modifier l'image. Donc si je mets 1, 0, je vais mettre la matrice identité, comme ça, pour vous convaincre. Voilà, donc si je prends la matrice identité, bah là, l'image, elle ne change pas. C'est la même image. Il y a vraiment... voilà quoi, il n'y a rien qui se passe de particulier là-dessus. Si je fais... si je multiplie... Donc on va avoir d'autres transformations, là je vais m'amuser un petit peu. On peut voir aussi cette transformation-là. Si je prends deux fois l'identité, bah, vous voyez que l'image... Donc encore une fois, j'ai toujours toutes les droites qui seront invariantes dans cet exemple, mais l'image a été agrandie. Et agrandi, bah en fait, de x2, hein, exactement ce que vous aurez pu, ce que vous pouvez penser. J'ai agrandi l'image de x2. Et puis si je fais un demi, j'en fais un juste là comme ça. Hop. Si je fais un demi, là cette fois-ci, bon on le voit bien, cette fois-ci l'image a rétréci. Et rétréci d'un demi, donc de taille 1,5, la dimension, tout a été divisé par 2. Alors on pourrait me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si je mets un nombre négatif? Bah, allons-y, mettons un nombre négatif. Si je mets moins 2, qu'est-ce qui va se passer? Alors remarquez encore une fois, mes droites, il y a toujours les images, hein, les deux droites que j'ai toujours, là, la noire et la violette, j'ai toujours mes images hein, qui sont là. Les images sont tout corps égales à elles-mêmes, hein, les droites restent invariantes. Par contre, bah, ma voiture a été complètement retournée. Elle s'est retrouvée complètement retournée. En fait, ce qu'on a fait comme calcul, c'est une symétrie de l'image de départ par rapport au centre de l'image. Donc c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui nous donne cette image de la voiture qui a complètement été retournée. Okay.
Et puis on pourrait faire encore d'autres exemples, bien sûr. Là, je pourrais, si je veux, je vais en faire un assez sympa aussi. Si je fais celui-là. Hop. Hop. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, mon image a été un peu agrandie et elle a tourné. Ok? Et comme on peut le remarquer grâce aux droites qu'on voit là, qui sont dessinées, et leur image aussi, vous voyez que G, la droite noire là, est devenue G', la droite qui correspond à l'axe des abscisses. La droite EC1 est devenue la droite EC1'. D'accord? Donc encore une fois, on a une rotation. A priori, on a une rotation. Et en fait, vous pouvez le vérifier sur toutes les droites que vous pouvez prendre. Il n'y a aucune droite pour ce genre de matrice. On va le voir de toute façon dans quelques instants. Pour ce genre de matrice, il n'y a aucune droite qui vont être invariantes. Aucune des droites du plan vont être invariantes. Donc ça signifie que toutes les droites vont se retrouver avec une autre direction, vont changer de direction et tout ça. Et en fait, il se trouve que ce que je viens de calculer, en fait, ça correspond à une rotation plus un agrandissement de notre image. Ça porte un nom, cette transformation, mais c'est juste que j'ai peur de ne pas te dire... Oui, donc c'est une similitude. Voilà, c'est ce qu'on appellera une similitude. J'ai juste eu un doute sur le nom là d'un seul coup, mais c'est ce qu'on appellera une similitude. On ne va pas forcément beaucoup parler de la composition de différentes... Enfin, à part en exercice, mais en cours, on ne va pas forcément rentrer trop dans le détail de ces questions de qu'est-ce qui se passe quand je compose une rotation avec un agrandissement, qu'est-ce qui se passe si je fais ceci, si je fais cela, blablabla. Mais là, en tout cas, pour cette première partie de cours, nous allons essentiellement nous concentrer sur les transformations, sur la compréhension déjà des transformations linéaires du plan. Donc nous allons nous concentrer essentiellement sur ça pour cette première partie. Puis ensuite, nous verrons des cas particuliers de transformation linéaire, ce qu'on appelle la symétrie, chose qu'on a vu il y a quelques instants en faisant la symétrie par rapport au centre, par exemple. La symétrie, la projection qui doit vous parler un petit peu, mais projection. On parlera de rotation, on parlera de ce qu'on appelle les homothéties, qui sont en fait des agrandissements, ou même des symétries si on veut, mais ça dépend quelle est la valeur de cette homothétie, mais des homothéties. Et puis, on les travaillera essentiellement centrés en zéro, et on verra une méthode qui permet de faire la transformation centrée en n'importe quel point. Donc imaginons qu'on veut faire une rotation d'un point par rapport à un autre point, qui n'est pas forcément l'origine, et on pourra la faire grâce à une petite modification de notre transformation linéaire. On va la rendre ce qu'on appellera, on va la rendre affine. Donc c'est-à-dire que les choses qu'on a fait en zéro, on peut juste les transporter à un autre endroit, et voilà. Bon, sur ce, j'espère que c'était une bonne ouverture, et donc je vais couper cette technologie. Je pense que ça a dû bien s'afficher. Hop. Et donc on est parti. On est parti pour... Donc on est au cours 9 suite. Et là on va parler de transformation dans le plan. Hop. Bon. Donc transformation dans le plan, et on va donc déjà, la plus grosse partie, ça va être l'étude des transformations linéaires. D'accord? Premier point, transformation linéaire et leur étude. Transformation linéaire et leur étude. Alors définissons ce que c'est une transformation linéaire. Donc une transformation linéaire, je vais la définir dans le sens des matrices, dans le sens de R2, même de Rn si je veux, je pourrais le définir même dans le sens de Rn, mais je vais le faire dans R2, mais à savoir que ce que je vais donner comme définition marche aussi dans Rn. Et puis on pourrait agrandir la définition pour travailler avec des objets autres que les vecteurs, mais ça, je garde ça pour le dernier cours. Donc définition.
Alors, il faut que je donne un nom, donc soit V, je vais donner un nom à l'ensemble des vecteurs. Donc, soit V, alors disons V2, juste parce qu'on travaille dans R2. Bon, je ne vais pas mettre l'indice, tant pis. Donc, un grand V, ok, un grand V majuscule. Je ne vois peut-être pas que c'est un V. Voilà. Donc, soit grand V, l'ensemble. Des vecteurs du plan. D'accord. Eh bien, une transformation linéaire, t est une fonction allant de V vers lui-même, tel que, deux points, eh bien, pour tout vecteur V du plan, T de V s'écrit M fois V. Donc, disons que tel qu'il existe, je vais écrire ça, il existe, donc, juste pour être propre, tel qu'il existe une matrice. Donc ici une matrice carrée M2 de R, tel qu'il existe une matrice vérifiant pour tout V dans V, TV, donc T de V, c'est M fois V. Donc voilà ce qu'est une transformation linéaire. Et donc bah, on va faire quelques exemples. Hein, donc. Alors, on va prendre un exemple fil rouge par rapport aux exemples qu'on a fait. Donc l'exemple fil rouge, on va prendre la matrice 2, 1, 1, 2. Ça, je pense que ça peut être un bon exemple fil rouge. Donc 2, 1, 1, 2. Ok, prenons la matrice suivante. Et puis, bon, bah, calculons T d'un vecteur, alors n'importe lequel, disons. Alors tout à l'heure, j'ai peut-être fait 3, 1 ou quelque chose comme ça. 1, 3 peut-être. Peu importe. Donc si je fais la transformation de 1, 3, bah 1, 3, ça veut dire que je dois faire la multiplication de 2, 1, 1, 2 avec le vecteur 1, 3, multiplication qui est vraiment le même type de multiplication que pour la multiplication entre les matrices. Et donc ceci va me donner donc 2 plus 3, ça fera 5, et 1 plus 6, ça fera 7. Donc l'image du vecteur 1, 2, c'est le vecteur 5, 7. Ok 1, 3, pardon. L'image du vecteur 1, 3, c'est le vecteur 5, 7. Si je prends un autre vecteur, donc T de, par exemple T de 5, 1, eh bien ça va être, donc je refais le calcul, hein, donc 2 fois 5, 10 plus 1, ça fera 11, et 1 fois 5, 5, plus 2, ça fera 7. Donc là j'ai obtenu 7, 11. Ok. Bon, je pourrais faire le calcul avec plein d'autres vecteurs, hein, d'accord. Donc voilà, ça serait un premier exemple. Le deuxième exemple, alors on va essayer de prendre un deuxième exemple par rapport aux choses qu'on a vues. Un deuxième exemple serait, bah, si je prends la matrice, moins 2, 0, 0, moins 2. Disons celle-ci, comme deuxième exemple. Bon, bah, si je fais t du vecteur 1, 3, bah, j'obtiens le vecteur moins 2, moins 6. Si je fais t du vecteur 5, 7, j'obtiens moins 10, moins 14. Ok. Et puis, un dernier exemple, exemple 3, pardon. Donc l'exemple 3, on peut prendre la matrice 1, moins 1,
1, 1. Donc si je prends cette matrice, alors la transformation de 1, 3, ça va être, donc là il faut que je fasse 1, moins 3, donc ça fera moins 2, et puis 1 plus 3, ça fera 4. Et puis t de 5, 7, bon, pareil, donc 5 moins 7, ça fait moins 2, et 7 plus 5, ça fait 13. Donc voilà, comment ça marche les transformations linéaires. Alors on remarquera qu'il y a quand même un certain gimmick à ces transformations linéaires, et c'est pas rien. Donc justement ce gimmick, c'est quelque chose qui va apparaître très souvent. Donc en fait une transformation linéaire, donc une transformation linéaire, on fait une transformation linéaire peut s'écrire, eh bien, t de xy égale a fois x plus b fois y, c fois x plus d fois y, avec ABC, ABCD, des réels. Ok. Donc, et en fait, la matrice qui se cache là-dessous, hein, c'est la matrice A, B, C, D. En fait, le résultat de ce truc-là, c'est la multiplication de la matrice par 1. Voilà. Et il se trouve que voilà, c'est quelque chose d'assez bijectif, donc c'est-à-dire que je pourrais vous définir une transformation linéaire comme ça, et puis vous demandez, retrouver la matrice, et puis étudier la matrice. D'accord. Donc c'est pas très difficile, il suffit de regarder ce qui se passe devant x, devant y, pour trouver. Je vais faire un petit exemple, juste pour vous rassurer, si vous voulez. Hop. Un exemple qui n'a rien à voir avec vos exemples fil rouge. Donc si je prends... allez, je dis que t est défini comme étant t de xy égale 5x moins 3y moins 2x plus y, voilà, par exemple. Et bien si je définis cette transformation linéaire, et bien cette transformation linéaire, je vois que la matrice en jeu c'est 5, moins 3, moins 2, 1. Ok, donc du coup ça veut dire que la matrice associée à la transformation linéaire, c'est voilà. Donc on voit que les transformations linéaires, c'est vraiment, c'est vraiment très finement lié à, puisque déjà c'est la définition, comme je l'ai posé ici, mais à vrai dire, je pourrais, en fait, si on donnait une définition plus générale des transformations linéaires, il se trouve que c'est tout le temps lié à une matrice, dans les cas où on travaille, en tout cas dans R2, dans R3 ou des trucs comme ça, voire même dans des choses où les dimensions, donc les nombres de vecteurs qui peuvent former une famille libre, est majoré, donc autrement dit que je ne peux pas atteindre un truc trop grand, il faut que ce soit un objet trop grand, un espace trop grand, mais vraiment, voilà, et donc du coup tout l'enjeu pour comprendre la transformation linéaire, c'est de comprendre ce que fait la matrice. Ok. Alors pour comprendre ce que fait la matrice, je vais revenir sur les exemples fil rouge, notamment l'exemple qui nous a un petit peu intrigué là, qui nous a montré qu'il y avait des droites qui pouvaient être invariantes. Eh bien je vais reprendre l'exemple 2, 1, 1, 2. Et puis, cette fois-ci, je vais la multiplier par 1, 1. 1, 1, ça veut dire que la droite que je prends là, en fait, c'est la droite x égale y. Et bien, si je fais ce calcul-là, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais avoir 2 plus 1, 3, et 2 plus 1, 3, ouais, et 1 plus 2, 3. Autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce vecteur que je viens d'obtenir, c'est 3 fois le vecteur 1, 1. Alors que sur les autres exemples, vous voyez, je n'ai pas obtenu la même chose. Hein. Là, ce vecteur 1, 1, lui, il est quand même bien particulier. Son image, c'est le même. Ok. Donc, on appellera vecteur propre, donc définition, un vecteur... Enfin, il me faut une transformation linéaire d'abord. Soit t une transformation linéaire, soit t une transformation
linéaire. On dira que V est un vecteur propre de T si et seulement si V est non nul et T de V est collinéaire à V. C'est exactement ce qui s'est passé. Là, l'image de ce vecteur 1, 1, c'était 3 fois lui-même. Donc, ok, alors donc là, dans l'exemple juste au-dessus, le vecteur 1, 1 est vecteur propre de la transformation. Alors en fait, on pourra dire vecteur propre de la transformation, mais aussi de la matrice. D'accord, ça se dit aussi, d'accord. Ça se dit même plus souvent que... Enfin, ça se dit, les deux se disent aussi souvent que l'un que l'autre, qu'est-ce que je raconte. Les deux se disent aussi souvent que l'un que l'autre. Donc, il se peut que, à la place de la transformation linéaire, parce que de toute façon, on a compris que la transformation linéaire, c'est la même chose que la matrice, pour ainsi dire. Donc, je peux vraiment dire, bon voilà, j'ai un vecteur propre de M. Ok? Bon. Alors, je pourrais donner l'autre vecteur, là, juste parce qu'on a fait les calculs. Hein, donc, si je prends 1 moins 1, donc c'était pour la droite y égale moins x. Donc, si je prends 2, 1, c'est pas 2, 2, 1, 1, 2, je calcule. Alors, 2, 1, 1, 2, que je calcule en 1 moins 1. Donc, si je prends celui-là, son image, ça va être quoi? Eh bien, je calcule. Donc là, j'ai 2 moins 1, ça fera 1. Et 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, j'ai carrément égal au vecteur de départ. Hein. Bon, ok. Donc c'est vraiment intriguant quand même. Donc là aussi, 1 moins 1 est aussi un vecteur propre. Hein. 1 moins 1 est aussi un vecteur propre. Un vecteur propre de M. Alors, remarquons aussi une chose, c'est que si j'avais multiplié par A, là, par exemple A, ben, j'aurais obtenu 3A, 3A. Et puis là, si j'avais multiplié par A, j'aurais A moins. Enfin là, j'ai A moins A, et le résultat, ce serait encore A moins A. Donc en fait, ça dépend. Enfin, si on a un vecteur propre, tous les vecteurs qui lui sont collinaires sont aussi vecteurs propres. Ok? Donc, remarque. Si V est vecteur propre, alors tout vecteur non nul collinaire U non nul collinaire AV est aussi vecteur propre. Et donc, ce qu'on comprend, en fait, là-dedans, c'est que si tous les vecteurs collinaires ou vecteurs de départ sont aussi vecteurs propres, dès que l'un est vecteur propre, en fait, on se rend compte que ça dépend essentiellement juste de la direction. Et donc, si ça dépend de la direction, autant s'intéresser aux droites. Et donc, définition. Donc, on a toujours T une transformation linéaire, donc c'est toujours soit T transformation linéaire. Eh bien, on dira que D, donc, soit D une droite qui passe par 0, donc soit D une droite passant par 0, 0 de vecteur directeur
Donc on dira que D est une droite invariante pour T si U est vecteur propre. Donc D est une droite invariante de T ou de M. Encore une fois, je pourrais au lieu d'écrire transformation, je pourrais écrire matrice, d'accord? Donc de T, si, et seulement si, donc si et seulement si, U est vecteur propre U est vecteur propre de T. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est si je connais le vecteur propre, est-ce que j'ai un moyen de savoir par quelle valeur on multiplie en fait les vecteurs? Est-ce qu'il y a un moyen de savoir? Et en fait, oui, il y a un moyen de le savoir. Alors, j'ai oublié de faire ça avant, mais je vais le faire maintenant. Je vais donner quelques petites propriétés que vérifie une transformation linéaire. Juste pour dire, donc petite propriété, juste pour qu'on ne soit pas surpris. Donc, on prend T, toujours une transformation linéaire. Juste pour qu'on ne soit pas surpris de ce que je vais faire par la suite. Donc si je prends T une transformation linéaire, eh bien on a les propriétés suivantes. On a que T de U plus V, c'est égal à T de U plus T de V. Pour tout vecteur UV. Et puis si je fais T de K fois U, eh bien ça va faire K fois T de U. Pour tout K réel aussi. Donc pour tout K appartenant au réel et U, V des vecteurs dans l'ensemble des vecteurs de R2. Ok? Et en fait, c'est ça qui fait que l'application, la transformation est linéaire. C'est ça qui fait la linéarité de notre transformation. C'est ces deux propriétés-là. Le fait que quand on fait l'image d'une somme de vecteurs, bah, ça revient à faire la somme des images. Et le fait que, voilà, donc, que si je multiplie par un réel, eh bien nous avons juste ça. Alors remarquons aussi autre chose, que je n'ai pas encore dit non plus, parce que moi je me suis lancé sur les vecteurs propres, mais j'aimerais quand même dire 2-3 trucs vite fait. Il y a ça, et puis l'autre truc intéressant, c'est qu'une transformation linéaire peut être définie qu'à partir des images de sa base. Donc ça peut être intéressant à savoir aussi, proposition. Donc une transformation linéaire se caractérise par l'image des vecteurs de la base. Et la preuve de ça, elle n'est pas difficile. Donc ça, je peux faire la preuve. Elle n'est pas très difficile. Si je prends un vecteur U, bon là aussi, c'était pas une preuve très difficile non plus, parce qu'il s'agit de la multiplication par une matrice. Je vais quand même l'écrire. En fait, la multiplication par une matrice, ça se passe très bien, on l'a vu, c'est le cours 4. Okay. Dans le cours 4, on avait vu que la multiplication de deux matrices, là, si je fais la multiplication par rapport à une somme, ça se distribue comme on le voudrait bien. Si on multiplie par un réel, ça se passe aussi bien. Donc vraiment, voilà. Pour la preuve de ce que j'avance ici, donc si je fais T de U c'est T de X fois le vecteur I plus Y fois le vecteur J, si j'applique le fait que I et J est une base. Et puis j'applique ces deux propriétés que je viens de donner là, et en fait on se rend compte que c'est égal à X fois T de I plus Y fois T de J. Et donc on voit bien que pour avoir l'image de n'importe quel vecteur, il faut connaître l'image de I et l'image de J. Et réciproquement, si je connais l'image de I et de J, j'en déduis. Voilà. Donc, ok. Et en fait, par même extension, si on veut,
par extension, une transformation linéaire peut être définie par l'image de deux vecteurs, donc ici dans le plan en tout cas, par l'image juste de deux vecteurs qui forment une famille libre, en tout cas dans le plan ici. Donc corollaire, c'est conséquence, hein. Je rappelle, corollaire ça veut dire conséquence. Donc un corollaire qu'on peut sortir, c'est que T, une transformation linéaire, se caractérise par l'image des éléments de deux vecteurs ou par l'image de deux vecteurs ici formant une famille libre. Et donc deux vecteurs qui forment une famille libre dans le plan, c'est aussi une base. Ok, donc tout ça pour dire que en fait, si vous vous donnez une base de l'espace dans lequel vous travaillez, et que vous donnez l'image de ces éléments de base, de la base, et bien vous pouvez décrire la transformation linéaire à partir de ça. Pas besoin de beaucoup de choses, juste, voilà, ça peut suffire pour décrire ma transformation linéaire, pour comprendre ma transformation linéaire. Bon, très bien, alors maintenant que j'ai fait cet aparté, que j'aurais dû faire avant peut-être, mais c'est pas grave, je la fais maintenant. Je vais revenir à mon propos, donc revenons à ce propos, vecteur propre, là. Donc, avec ces propriétés-là, on va peut-être mieux comprendre ce qui se passe. Donc, ce que j'allais poser comme question, c'est est-ce que la collinéarité, donc ce qu'on vient de dire, c'est que si je prends U et V qui sont collinéaires, alors je vais peut-être effacer là, comme ça je peux revenir à mon propos ici. Donc, prenons U un vecteur propre de T, s'il existe, parce que pour l'instant on ne sait même pas s'il y en a, mais bon. Prenons U vecteur propre de T. Donc pour l'instant, on ne sait pas s'il existe. Si existence. L'existence, ça va s'en venir, hein, vous en faites pas, mais bon, pour l'instant, voilà. Donc si U est vecteur propre de T, on a dit que V, qui est égal à un multiple de U, avec alpha différent de 0, est aussi vecteur propre. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire, être vecteur propre? Ça veut dire que l'image par T de ces vecteurs doivent être collinaires à eux-mêmes. Autrement dit, T de U, c'est égal à lambda fois U. Alors, je vais me permettre de l'appeler lambda parce que, en général, cette chose, on l'appelle... en général, ce coefficient-là, on l'appellera lambda, c'est vraiment dans la littérature, vous allez comprendre pourquoi très vite, quand je vais donner la définition, et que si vous recherchez la définition sur Internet, ou des choses comme ça, vous allez tout le temps, ou alors dans la très grande majorité des cas, tomber sur lambda. Donc je vais suivre la littérature usuelle. Donc j'ai T2, alors supposons que T de U égale lambda U, d'accord? Lambda réel. Et puis, je sais que T de U, donc, supposons ça. Et puis, supposons également que T de V, c'est égal à lambda prime fois V. A priori, par rapport à la définition, rien ne me dit que lambda égale lambda prime. Et en fait, il se trouve que si, lambda égale lambda prime. Pourquoi? Parce que T de V, si j'utilise, et c'est pour ça que j'ai pensé à ces propriétés, si j'utilise les petites propriétés que j'ai énoncées il y a quelques instants, eh bien, T de V, je sais que c'est T de alpha U. Mais T de alpha U, c'est alpha T de U. Et T de U, je sais que c'est lambda alpha, enfin, on va l'écrire correctement, alpha lambda U. Et d'un autre côté, lui c'est égal à,
je vais juste décaler mon lambda prime là. Lambda prime fois V, ben en fait c'est lambda prime fois alpha fois U. Et comme alpha est non nul, alpha différent de 0, et le vecteur U est aussi non nul, puisque c'est un vecteur propre, hein, alors lambda prime égale lambda. Autrement dit, le coefficient de collinéarité lambda ne dépend que de la direction. Je vais mettre que de la, je vais mettre des guillemets à la direction, au sens où, en général, dans ce qu'on va travailler, ça sera la direction. Mais nous verrons dans le cours suivant, j'ose espérer, nous verrons dans le cours suivant, ou en tout cas dans le cours de transformation dans l'espace, qu'il se peut qu'il y ait plusieurs directions. Voilà. Donc lambda dépend en fait essentiellement des directions, de là ou des directions en jeu. Et donc bah, en fait, on va pouvoir définir, c'est ça qui va nous permettre de définir ce qu'on va appeler la valeur propre. Donc c'est ça la définition, comme je disais, de ce lambda. Donc définition. Donc on a toujours soit T, une transformation linéaire. On dira donc lambda appartenant au réel est une valeur propre de T si et seulement si il existe un vecteur U non nul tel que T de U égale lambda U. Ok ? Donc dans les exemples que nous avons vus précédemment, l'image, notamment l'exemple fil rouge, nous avons vu que l'image de 1, 1, c'était 3 fois 1, 1. Donc ça signifiait que 3 est valeur propre. Donc de T ou de M, encore une fois, je peux mettre à la place de T, je peux mettre M, la matrice, les deux se disent. Si je refais 2, 1, 1, 2, 2, 1, moins 1, j'avais obtenu 1, moins 1, donc ça veut dire que 1 est valeur propre de T. Ok ? Alors, je peux reprendre aussi un autre exemple que j'avais dit être fil rouge aussi. Si je prends l'exemple de moins 2 fois l'identité, donc si je prends l'exemple de moins 2, 0, 0, moins 2, donc ça c'était l'exemple 1. Si je prends l'exemple 2, et que je prends n'importe quel vecteur, son image, ça sera toujours moins 2x et moins 2y. Donc moins 2 fois le vecteur de départ. Autrement dit, donc là, pour cet exemple, c'est quand même intéressant, tous les vecteurs sont des vecteurs propres. Tous les vecteurs du plan sont des vecteurs propres. De T. Et moins 2 est valeur propre. Bon, ok, alors là on commence à avancer. On a une notion de vecteur propre qui correspond à des droites invariantes. On a une notion de valeur propre.
Et maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que, alors donc on a dit, les vecteurs propres, est-ce qu'on est capable de les déterminer? Alors on pourrait les déterminer en essayant de poser ça, et en essayant de trouver un lambda. Mais le problème, enfin le mieux, ça serait de savoir d'abord quelles sont les valeurs de lambda à choisir, pour savoir s'il en existe. Parce que si on s'amuse à faire n'importe quel lambda, il se peut qu'on attaque avec des systèmes d'équations, avec des valeurs de lambda inconnues, blablabla, bla, 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 et ça peut nous mener à des équations qui ne sont pas faciles à résoudre. Donc, ce qui serait bien, c'est de savoir quelles sont ces valeurs de lambda. Et en fait, ces valeurs de lambda, je vais vous l'expliquer juste en quelques instants comment les trouver. Et puis on va le faire sur les exemples. Voilà. Et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus, vu le temps que nous avons mis. Nous avons déjà passé un petit peu l'heure. En tout cas, 1 heure. Donc ce que je veux expliquer ici, c'est que si U est vecteur propre, pour la valeur propre, alors ça se dira souvent ça, lambda. C'est-à-dire qu'on peut prendre, si je prends un vecteur propre, on lui associe une valeur propre, et si je prends une valeur propre, on lui associe un vecteur propre. Voilà. Et, les deux coïncident, on est capable de trouver un vecteur propre, enfin à partir d'un vecteur propre, on peut trouver la valeur propre, ça n'a pas l'air très difficile. Et si je donne une valeur propre, on peut trouver un vecteur propre ou des vecteurs propres, il peut y en avoir plusieurs, comme là ici, tout le monde. Okay, bon. Donc si j'ai un vecteur propre pour une valeur propre lambda, ça veut dire que TU égale lambda U. Mais exploitons un petit peu plus cette égalité. TU, c'est M fois U égale lambda U. Si je modifie encore un tout petit peu, ça veut dire que 0, le vecteur nul, est égal à MU moins lambda U. Et puis on a très envie de mettre en facteur le vecteur U. Et bien faisons ça. Si je fais ça, j'ai M fois lambda identité, I2, fois le vecteur U. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, d'accord, excusez-moi, j'ai pas fait dans le bon sens. Je vais le faire dans le bon sens, hein, donc lambda, non, donc c'est lambda U que je vais écrire, moins MU, et lambda I2, moins M. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait, cette multiplication? Eh bien, ça veut dire en fait que cette matrice-là, elle n'est pas inversible. N'est pas inversible. Et je vais vous l'expliquer très rapidement pourquoi. Parce que votre vecteur U, il est non nul. Si la matrice ici était inversible, ça voudrait dire que cette égalité, je peux la remplacer par l'inverse de la matrice fois le vecteur 0 égale U. Mais n'importe quoi fois le vecteur 0, ça fait le vecteur 0. Donc cette matrice n'est pas inversible. Voilà, j'espère avoir été clair sur l'explication de pourquoi c'est pas inversible. Et donc du coup, dire que c'est pas inversible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déterminant de lambda I2 moins M, et bien ça, c'est égal à 0. Ah, intéressant quand même. Ah. Et donc, en fait, si vous n'avez pas encore remarqué, lambda I2 moins I moins M, ça doit vous parler un peu là, parce que il y a une opération qu'on a vue dans le cours 7 qui demandait de faire ça. Et en fait, cette opération, c'est le polynôme caractéristique. Donc en fait, ça veut dire que lambda, que qui M de lambda égale 0. Et donc ça veut dire que lambda est racine du polynôme, enfin est un 0, je ne vais pas dire racine, est un 0, ou est solution, allez on va faire ça, juste pour coïncider avec l'appendice, lambda est solution de l'équation qui m de x égale 0. Et voilà donc la proposition, même, ça pourrait même être un théorème si on veut, presque,
parce que je pense que c'est d'une importance capitale. Donc le théorème va nous dire la chose suivante. Soit T une transformation linéaire associée à la matrice M, associée à la matrice M, alors lambda est valeur propre de M ou de T si et seulement si qui M de lambda égale 0. Voilà, et pour ainsi dire, je vous ai fait la preuve là juste avant, c'est ce que je viens de faire, je viens de faire la preuve. Cool, donc du coup on est capable de déterminer les valeurs propres, et donc à partir des valeurs propres, probablement déterminer les vecteurs propres. Et on va faire sur quelques exemples pour terminer cette deuxième partie de cours 9. Hop. Et donc cette première partie sur les transformations dans le plan. Hop. Donc on va reprendre nos exemples fil rouge, puis on va faire les calculs. Donc reprenons la matrice 1, non mais c'était 2 au milieu. Hop. Donc 2, 1, 1, 2. Reprenons cette matrice-là. Calculons son qui, son polynôme caractéristique. Polynôme caractéristique, c'est faire le déterminant de x-2, moins 1, moins 1, x-2. Et donc, si je fais le déterminant, ça veut dire que je fais x-2 au carré, moins, donc moins 1. Très bien. Et ça me donne x carré, moins 4x. Et là, j'ai plus 4 moins 1, donc ça va faire plus 3. Ah bah tiens donc, un polynôme second degré, oh bah tiens. Voilà à quoi sert l'appendice. C'était pour vous rappeler comment on trouve les zéros de ce genre de polynôme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite l'appliquer. Je calcule le delta. Donc delta, ça va faire moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 3. Donc ici, ça va nous faire 4, qui est positif. Le delta est positif, donc ça veut dire qu'il y a deux solutions réelles. La première, alors je vais les appeler lambda 1. Donc lambda 1, la première solution c'est moins b, donc moins 4, moins racine de 4 sur 2 fois 1. Donc ceci nous donne 4 moins 2, ça fait 2, 2 divisé par 2, ça fait 1. Et puis lambda 2 est égal à donc 4, pareil, plus racine de 4 qui vaut 2, divisé par 2 fois 1, donc ça nous donne 3. Et tiens donc, on retrouve les valeurs propres qu'on avait pu remarquer avec ce que j'ai fait sur GeoGebra et ce que j'ai balancé sur GeoGebra. Donc on a ces deux valeurs propres, ça c'est cool. Maintenant qu'on a ces valeurs propres, eh bien on peut en déduire les vecteurs propres. Alors d'ailleurs au passage, la résolution qu'on vient de faire nous permet de dire qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que ces deux là comme valeurs propres. Ok? Dans les réels. Ça peut être pratique aussi. Hop. Bon très bien. Alors maintenant, hop. Allons un peu plus loin. Si je prends... alors, je réfléchis 2 secondes. Donc, ce que je veux maintenant, c'est déterminer les vecteurs. Donc, je vais prendre soit U, vecteur x, y, tel que... Donc, je veux déterminer les droites invariantes. Hein. Donc, je prends U, vecteur x, y, tel que TU égale 3U. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, donc TU c'était 2, 1, 1, 2 fois XY. Et ce que je veux c'est que ça fasse, donc ça c'est égal à 2x plus y, on développe, hein, et x plus 2y. Et ça je veux que ce soit égal à 3 fois xy. Donc je résous jusqu'au bout mon système et je me rends compte en fait que les deux lignes qui sont là-haut sont les mêmes. Puisque je vais avoir x plus y égale 0 pour la première ligne. Et pour la deuxième ligne, j'ai aussi x plus y égale 0. Ça y est, j'ai ma droite invariante. Pour la valeur propre 1, la droite invariante, c'est l'équation x plus y égale 0. Donc autrement dit, y égale moins x. On la retrouve. Et puis, si je refais la même chose pour l'autre valeur propre,
donc xy, tel que ah oui, non, je suis allé un peu vite, excusez-moi. C'est pas ça qu'on obtient, c'est... Je suis allé un peu vite, désolé. C'est plutôt moins x plus y et x moins y. Voilà. Mais en fait, les deux lignes sont les mêmes et peuvent se ramener à x moins y. C'est ce que j'étais en train de me dire. Donc là, on n'a pas D1, on a D3, excusez-moi. Parce que la valeur propre qu'on a pris ici, c'est 3. Donc la droite invariante, la première droite invariante qu'on trouve, c'est celle-ci. Et la deuxième droite invariante qu'on va trouver, donc je vous le donne en 1000. C'est celle que j'avais écrite là, mais... Hop. Donc là, les équations que nous allons obtenir, c'est 2x plus y égale x. Voilà, ça. Et 2x plus 2y égale y. Et donc dans les deux cas, on se retrouve avec la droite 1 d'équation x plus y égale 0. Voilà. Pas mal, hein? Donc voilà comment on va procéder pour étudier en fait les différentes transformations linéaires. Ça va toujours être comme ça. Alors on va faire les autres exemples juste pour voir un peu ce qui se passe. Ce qui peut se passer. Donc exemple 2, j'avais moins 2, 0, 0, moins 2. Ok. Son qui m, je vous le donne en 1000, ça va très vite, c'est x plus 2 au carré, que je peux réécrire comme étant x carré plus 4x plus 4. Si je fais son delta va valoir 0, et la solution qu'on va trouver, c'est moins 2. Et si je regarde un vecteur u de xy, bah comme on l'a vu juste à l'instant, en fait, on a remarqué que n'importe quel vecteur, c'est bien égal à moins 2 fois xy. En fait, pour tout vecteur. Tout vecteur. Donc du coup, l'espace, là ici, on n'a pas à faire une droite d'invariance, on en a plein, on en a une infinité. Donc là, toutes les droites sont bien invariantes comme on l'avait énoncé, et en fait, c'est tout le plan qui est invariant, donc il n'y a rien de particulier à dire. Donc toutes les droites sont invariantes. Alors attention, c'est pas parce que delta égale 0 que nécessairement on a toutes les droites qui sont invariantes. Ça, c'est faux. Et je vais vous donner tout de suite un autre exemple. Je vais mettre exemple 2 bis, où je reprends la même matrice, sauf que je la modifie un tout petit peu et je mets un 1 ici. Si je fais ça, le polynôme caractéristique, et remarquez que le polynôme caractéristique ne change pas. Le polynôme caractéristique, ça restera x carré plus 4x plus 4. Et puis, par contre, là, cette fois-ci, si je cherche t de u égale moins de u, là, je ne vais pas avoir tout le monde. Là, cette fois-ci, la seule possibilité qui va marcher, c'est de prendre les vecteurs qui s'écrivent avec x égale 0. Donc ça veut dire que là, je vais avoir une droite. Je vais vraiment avoir une droite invariante, D2, qui va être x égale 0. Dans cet exemple. Ok? Donc faites très attention, c'est pas parce que delta égale 0 que toutes les droites sont invariantes, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que, si cette propriété est toujours vraie, c'est toujours vrai. Si par contre elle n'est pas toujours vraie, et bien dans ce cas-là, on va avoir une condition, et ça va nous donner une droite. Ok? Et puis, je vais terminer sur l'exemple 3, fil rouge. Hop. Puisque comme vous pouvez vous attendre, on a fait delta positif, delta égale 0, donc le dernier, si tout va bien, delta négatif. Donc, 1, moins 1, 1, 1. Donc si je calcule son qui, je vais avoir x moins 1 au carré plus 1. Donc ça va faire x carré moins 2x plus 2. C'est ce que nous allons obtenir. Si je fais son delta, donc delta égale moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois 2, donc ça fait moins 4 qui est négatif. Donc pas de solution réelle. Et donc pas de droite invariante. Et ben voilà, les 4 cas de figure que nous venons de rencontrer sont les 4 seuls cas de figure que nous pouvons avoir quand on travaille les transformations dans le plan.
Donc soit on a deux droites invariantes, qui n'ont rien à voir l'un par rapport à l'autre, soit on a tout l'espace qui est invariant, soit, donc tout le plan qui est invariant, soit on n'a qu'une seule droite invariante. Donc là, ce delta égale 0, il regroupe deux cas possibles. Et le dernier cas de figure, c'est le cas où on n'a pas de droite invariante. Dans les réels, en tout cas. Okay. Pour ceux qui savent, il peut se passer peut-être des choses sur les nombres complexes, mais j'ai pas envie d'en parler. Et c'est pas le but de ce cours. Là, j'aimerais rester sur les réels. Voilà. Bon, ben voilà, je vais arrêter le cours sur ça. Et donc, la deuxième partie de ce cours de transformation dans le plan, on va pouvoir parler maintenant des différentes transformations particulières, comme donc la symétrie, la projection, l'homothétie, donc c'est l'agrandissement dans un certain sens. J'en ai peut-être loupé un là. On parlera aussi de transformation orthogonale, puisque j'ai peut-être oublié de le mentionner, mais dans les images que nous avons vues il y a quelques instants, il y avait des transformations, donc notamment il y avait des transformations, notamment la dernière, qui permettaient de garder les angles. D'accord ? Qui permettait de préserver les angles. Donc si je connais un angle et que je fais sa transformation, l'angle reste le même. Vous voyez, donc là je viens de faire une transformation, là, tac. Okay. Donc voilà. Donc on pourra en parler un petit peu de ce genre de choses. Et puis voilà, en gros, normalement c'est ça la substance du cours suivant. Donc on parlera de ça centré en zéro, puisque là les transformations linéaires correspondent aux transformations dans le plan centré en zéro. Et puis ensuite on verra comment retranscrire cette transformation par rapport à un autre point que 0, 0. C'est pas très difficile, il suffira d'ajouter en plus de toutes les transformations qu'on a vues, la transformation qui est la translation, tout bêtement, donc ajouter un vecteur. Donc la translation c'est juste bouger d'un point vers un autre, donc il faudra juste ajouter ça à tout ce qu'on vient de dire. Et puis bon, suivant le temps que je prendrai pour cette deuxième partie, soit cette deuxième partie comblera tout le cours 10, soit on pourra débuter les transformations dans l'espace. Et pareil, je ferai une petite introduction en faisant des transformations dans l'espace, en espérant que cette introduction vous a plu. Et je ferai joujou aussi avec GeoGebra dans les prochaines vidéos, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a de fortes chances que le cours 10 prenne beaucoup de place. Mais c'est pas grave, s'il prend beaucoup de place, d'un côté tant mieux pour moi, parce que bon voilà, mais tant mieux aussi pour vous, parce que ça veut dire que j'aurais fait un maximum pour décrire les choses. Et j'espère que l'utilisation de GeoGebra, là, comme je viens de le faire, pourra être étendue et vachement utile pour les prochains cours. Voilà, sur ce, je vous dis à demain pour le direct. J'ai bien peur que cette vidéo arrive après la session de questions-réponses. Bon, c'est pas grave, mais si elle arrive après. Comme d'habitude, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel ou quoi que ce soit. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on se retrouvera bientôt. Voilà. Salut à tous, bye.